Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 27 juillet. L'émotion et le recueillement cet après-midi à l'église de la Madeleine à Paris pour une cérémonie à la mémoire des 113 victimes du vol 4590 à destination de New York. Émotion et minutes de silence en Allemagne et dans les aéroports de Paris. Sur place, l'enquête se poursuit. Les boîtes noires ont été décryptées. Selon les premiers éléments du bureau enquête accident, le moteur numéro 2 ne serait pas seul en cause. Martine Aubry change la loi Veil et porte de 10 à 12 semaines le délai légal de recours à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Un projet de loi sera déposé à la rentrée. À la veille de la reprise du championnat de France, coup de projecteur sur le club de Guingamp, nouveau venu en première division, pauvre parmi les riches, son budget annuel ne lui permettrait même pas de s'acheter Nicolas Anelka. Et puis enfin, nous irons au festival de Deauville retrouver Alpha Blondy, le chanteur ivoirien, roi du reggae, de passage sur les planches. Mais commençons d'abord par l'enquête. Au fil des heures, on commence à en savoir un peu plus sur ce qui a pu se produire au moment du décollage du Concorde. Le moteur numéro 2 n'est pas seul en cause. L'équipage a annoncé un problème sur son train d'atterrissage et le moteur numéro 1 a connu lui aussi une diminution de sa poussée. Les explications de Patrick Fandiou. Sur la route, le chauffeur voit passer un avion aux allures de fusée. Le Concorde d'Air France, réacteur gauche en flammes, va s'écraser sur Gonesse. Ce soir, 2 jours après l'accident, les enquêteurs du ministère des Transports viennent de faire leur première révélation. Dans ce communiqué, le bureau enquête et accident affirme avoir retrouvé des débris de pneus sur la piste. Grâce aux analyses de la boîte noire, on sait maintenant qu'en pleine phase de décollage, l'équipage du Concorde signale à la tour de contrôle. Le train d'atterrissage ne rentre pas, le moteur numéro 2 est en panne. Mais il est déjà trop tard, la vitesse est trop grande, il faut décoller. Pendant le vol, le feu se serait propagé au moteur numéro 1. Pourquoi? Pour l'instant, pas de réponse. Normalement, un système anti-feu aurait dû empêcher l'incendie de se propager. A-t-il seulement été actionné? Et s'il l'a été, pourquoi n'a-t-il pas fonctionné? Le commandant décide alors d'aller se poser sur une piste au Bourget. Il n'y arrivera pas. Mais pour ses collègues pilotes, c'était la bonne décision. D'après ce que nous savons des témoins visuels, des écoutes à la radio, puisque beaucoup d'amis volaient en ce moment-là, les réactions d'abord de l'équipage, et ce n'est pas Christian Marty qui parlait à la radio apparemment à ce moment-là, étaient parfaitement claires, limpides, calme, serein, une analyse de situation collective, un exemple de ce qu'il fallait faire. La découverte des débris sur la piste réoriente l'enquête. Un pneu aurait pu éclater, s'échapper et faire exploser le moteur, ou alors un corps étranger avalé par le réacteur. Des hypothèses qui circulaient déjà chez les techniciens. Sur cette piste, ils proviennent de quoi? Est-ce qu'ils provenaient du Concorde? Est-ce qu'ils provenaient d'un autre avion? Personne ne le sait. Bon, dire que c'est pas un oiseau parce qu'il fait beaucoup de bruit, je pense que c'est un peu s'avancer. Cet après-midi, les 3 juges d'instruction se sont rendus sur le site de l'accident. Une information judiciaire est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Le rapport préliminaire du BEA ne sera rendu que fin août. Les familles des victimes du Concorde d'Air France, des membres du personnel de la compagnie et de nombreuses personnalités se sont retrouvées cet après-midi à l'église de la Madeleine à Paris pour une cérémonie œcuménique en mémoire aux 113 victimes de la catastrophe. Yasmina Farber et Nadine Picard. Un cortège de cars d'Air France et des aéroports de Paris. Tout le milieu de l'aéronautique solidaire devant l'église de la Madeleine pour rendre hommage aux 113 victimes du crash du Concorde. Les personnels en uniforme ont bien sûr une pensée particulière pour 9 de leurs collègues disparus. Mais personne n'oublie les familles des passagers ainsi que celles des victimes de l'hôtel. Certains ont fait le voyage d'Algérie. À l'intérieur, pendant que l'on observe une minute de silence dans tous les aéroports, les personnels d'Air France allument 113 bougies, les alignent devant l'hôtel. Un moment fort, partagé par les ministres des Transports français et allemands, ainsi que Jean-Pierre Chevènement. Une cérémonie très sobre, le reflet de l'esprit des navigants. Depuis qu'on a appris la nouvelle, Air France, c'est l'effondrement, c'est le silence, c'est le respect, la vie continue. Nos passagers, on va continuer à voler, mais bon, on n'oubliera pas. Le fait d'être là, c'était de manifester notre solidarité vis-à-vis
de toutes les victimes et surtout personnellement vis-à-vis de mes collègues. Car il ne faut jamais oublier que l'esprit d'équipage, on fait un boulot comme n'importe quel métier, mais il y a quelque chose en plus, c'est qu'on l'oublie trop souvent, c'est qu'on risque notre vie ensemble. Quelques prières, un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry, des centaines de personnes tentent de faire leur deuil. Air France a annoncé que la compagnie prendrait en charge tous les frais d'obsèques des victimes du Concorde. Et d'autres cérémonies du même type se sont déroulées en Allemagne, en hommage aux 96 ressortissants allemands qui se trouvaient dans l'appareil. Des drapeaux ont été mis en berne et dans les aéroports de Paris, 1 minute de silence, vous le voyez, a également été observée. Sur place, les sauveteurs et les spécialistes de l'identité judiciaire ont poursuivi un travail excessivement pénible de recherche et d'identification. Jacques Cardoz et Daniel Lévy. Depuis 48 heures, leur regard, leur comportement se concentrent sur une seule chose, des cadavres et leur identification. 2 jours que les secouristes voient continuellement les mêmes images, traumatisantes, de leur propre aveu. Malheureusement, les corps sont extrêmement esquintés, les lésions sont extrêmement complexes, donc on risque d'avoir des problèmes avec les personnels. D'où un suivi psychologique, bien sûr. Pompiers, gendarmes, des centaines de secouristes qui devront être suivis par des psychologues. Ce qui est en cause, le souci du détail exigé par l'enquête. Les personnels qui travaillent sur le site sont toujours forcément impressionnés par ce qu'ils voient. Je crois que nous sommes aussi des hommes et nous avons besoin de prendre un peu de recul par rapport à ces catastrophes-là. En tout cas, sachez que pendant les opérations de relevage à proprement parler, nous concentrons nos efforts sur l'efficacité. Il est clair que par la suite, nous avons tous une réflexion individuelle sur ce que nous avons vu ou constaté. Dans le cas du crash du Concorde, les secouristes expliquent qu'ils ont dû travailler dans des conditions particulièrement pénibles. L'importance du nombre de corps et les conditions atmosphériques. Ce travail minutieux n'est pas sans conséquences. Personne, même les meilleurs spécialistes, ne peut être préparé au pire psychologiquement. Ça fait partie des choses impensables et innommables. Nous, on travaille sur du langage où on va leur permettre de mettre des mots sur des images et sur des émotions. Car selon les psychiatres, le simple contact avec la mort provoque et fait référence à d'autres souvenirs enfouis dans la mémoire des sauveteurs. Autrement dit, tous ont vécu un choc qui a pu en éveiller d'autres, plus personnels. La catastrophe, vous le savez, a fait 113 morts et 12 blessés, dont la gérante de l'hôtel sur lequel s'est écrasé le Concorde. C'est un miracle qu'elle s'en soit sortie vivante et elle a tenu aujourd'hui à témoigner. Florence Griffon et Valérie Lucas. Je dis putain, le Concorde exagère un peu aujourd'hui. Je trouve qu'il fait un peu plus de bruit que d'habitude. Et à peine j'ai eu terminé de dire ça, j'ai ramassé une gerbe de flammes en pleine figure. J'ai immédiatement poussé mon petit stagiaire en disant « sors par la fenêtre tout de suite ». Je me suis retourné pour aller chercher les autres et à ce moment-là, tout s'est écrasé devant moi. Impossible d'aller chercher les autres. Mon stagiaire m'a poussé en me disant « viens, sors aussi, sors aussi ». Il y avait une petite jeune femme qui était au premier étage, une Anglaise, qui était au premier étage et qui ne savait pas quoi faire. Et avec mon stagiaire, on lui a tiré les jambes en disant « saute, il n'y a rien d'autre à faire, saute ». Et ensuite, on est parti en courant. Cette catastrophe a bien sûr provoqué un traumatisme dans toute la famille Air France. Les 9 membres de l'équipage ont perdu la vie dans l'accident. La compagnie a donc mis en place une structure spéciale pour prendre en charge leur famille et répondre aux interrogations et aux sollicitations de l'ensemble du personnel. Mais dans le cercle très fermé des pilotes de Concorde, ils ne sont plus que 10 aujourd'hui. En France, cet accident a eu un retentissement tout à fait particulier. Témoin ce que dit François Pradon, il est lui-même commandant de bord sur Concorde. C'était un proche de Christian Marty, le pilote décédé. Et ce qu'il dit témoigne d'une profonde émotion, pour ne pas dire d'une révolte. Michael Darmon et Christophe Larocca l'ont rencontré. Il n'a pas quitté sa retraite depuis 48 heures. Pilote du Concorde, François Pradon s'attendait mercredi à saluer dans les airs son ami Christian Marty, aux commandes du vol Air France 4590. Je suis rentré de New York le jour de l'accident, donc je me suis posé à Roissy 1 heure après l'accident. Et j'avoue que quand on a appris ça, les 2 pilotes et le mécanicien, on était vraiment très affectés pour nos amis pilotes et pour nos amis hôtesses et stewards aussi.
Dans cette famille à part que constituent les 10 pilotes du Concorde, Christian et François étaient des vieux amis, soudés depuis leur jeunesse par une même passion. Il se trouve que l'on a préparé notre entrée à Air France ensemble, en 68. Ensuite, on a eu des carrières un peu différentes, essentiellement pour des questions familiales. Et puis, on s'est retrouvés là, sur le Concorde. C'était un être exceptionnel. Vous savez, c'est celui qui a traversé l'Atlantique en planche à voile, Christian Marty. Donc, tout ce qu'il faisait, il le faisait complètement à fond. Et il était réputé pour ça, et il était réputé pour sa gentillesse. Mais le chagrin amène son lot de questions. Depuis 2 jours, la petite tribu du Concorde ne se quitte pas au téléphone et semble déterminée à obtenir tous les éclaircissements d'Air France. Je ne vais pas repiloter le Concorde demain tant que je ne sais pas ce qui s'est passé, ça c'est absolument certain. Vous demandez à un pilote de Formule 1 de remonter dans une machine alors qu'il vient d'avoir un accident sans savoir ce que sa voiture a eu, et il ne montera pas dedans, évidemment. Donc je crois que, et tous mes camarades, je pense, ont le même sentiment, il faut que nous sachions exactement ce qui s'est passé. Dans quelques jours, les pilotes du Concorde se réuniront. En attendant, François Pradon entend prendre du recul avec son grand oiseau blanc. Cette catastrophe a aussitôt relancé la polémique sur la création d'un 3e aéroport aux alentours de Paris. Projet adopté en son temps par Alain Juppé, puis écarté par Jean-Claude Guessot à son arrivée au ministère des Transports. Le projet refait donc surface aujourd'hui. Jean-Claude Guessot dira ce qu'il en pense à la fin de l'été, mais voyons d'abord quel est le contexte actuel du trafic aérien. Roissy a déjà commencé la construction d'une 4e piste. Peggy Leroy. Nous sommes le 13 mars 1974, premier atterrissage à Roissy, premier passager dans l'aérogare. Construit pour soulager Orly, ce 2e aéroport en banlieue parisienne ne va cesser de s'agrandir. Ce montage de l'IGN est éloquent. En 25 ans, il a grignoté les terrains agricoles. Aux alentours, les villes nouvelles ont remplacé les derniers champs. Derrière Londres et Francfort, Roissy a accueilli l'année dernière 43 millions de passagers. En revanche, il arrive en tête pour le nombre de vols, 475 000 atterrissages et décollages en 1999. Il faut dire qu'Air France a choisi Roissy pour développer sa plateforme de correspondance. La compagnie multiplie le nombre de départs pour diminuer le temps d'attente entre 2 avions. Par exemple, amener les passagers de Munich pour les emmener à New York, mais via Paris, plutôt que de faire un Munich-New York direct. C'est pour une compagnie aérienne une façon réelle de gagner sérieusement de l'argent sur le plan de son exploitation. Une politique qui a aujourd'hui une limite imposée par Jean-Claude Guessot. Pas plus de 55 millions de voyageurs par an à Roissy. En revanche, pas un mot sur le nombre maximum de vols. Il faudra bien trouver le critère ou le cocktail de critères le plus pertinent pour l'environnement, pour le développement, pour la sécurité. En attendant, Air France suit avec intérêt la construction d'un nouveau terminal et d'une 4e piste synonyme de croissance du trafic, à l'heure où les autres aéroports européens sont proches de la saturation. Et plusieurs sites sont donc possibles pour l'installation d'un 3e aéroport. L'un d'entre eux, Beauvilliers, près de Chartres, avait même été recommandé par une mission indépendante en 1996. Qu'en est-il aujourd'hui entre partisans et adversaires de cette 3e voie? Réponse d'Éléonore Gay et de Hélène Vergne. Un coin de campagne française transformé en aérogare. Le projet d'un 3e aéroport pour Paris naîtrait dans une zone rurale, question de sécurité. 5 à 10 sites sont envisagés, mais 3 villes retiennent plus particulièrement l'attention. Rouvillers dans l'Oise, Vatry dans la Marne et Beauvilliers en Eure-et-Loire. C'est cette dernière hypothèse que le gouvernement d'Alain Juppé avait choisie il y a 4 ans pour l'implantation d'un aéroport. Avantage, la commune se situe entre les autoroutes A11 et A10 et le TGV permettrait de gagner Paris en moins de 30 minutes. Aujourd'hui, le projet est en suspens, mais les 2/3 des habitants du département se prononcent en faveur de l'implantation. 1 million de passagers, c'est 1000 emplois directs, 1000 emplois indirects et 1000 emplois induits. Donc 10 millions de passagers, on peut espérer entre 15 et 20 000 emplois, minimum. L'aéroport de fret de Vatry, dans la Marne, ne s'est jamais porté candidat. C'est pourtant celui que les Verts ont choisi parce qu'il n'est ni trop près ni trop loin de Paris. Mais les écologistes réclament aussi une autre politique en matière de transport. Il faut essayer de limiter au maximum le trafic aérien pour des raisons de nuisance, pour des raisons même économiques, ça coûte beaucoup plus cher, et donc proposer bien sûr un réseau de TGV européen. Le gouvernement devra prendre en compte les réserves des écologistes.
L'implantation du troisième aéroport est aussi une question politique. Jean-Claude Guessot a promis de la trancher d'ici la fin de l'été. Pour la date du premier atterrissage, ce sera 2025 au plus tôt. Martine Aubry décide de modifier la loi Veil et de porter de 10 à 12 semaines le délai légal de recours à l'IVG, une revendication ancienne de beaucoup de femmes et un geste fort du gouvernement Jospin. Anne Guéry et Locke Dehu. Un jour d'été ordinaire au mouvement du planning familial est un jour d'affluence. Car ici, c'est le lieu de la dernière chance. Dans les structures publiques, en fait, il y avait plus de place, il n'y avait plus de possibilité de vous accueillir. Non, j'ai dû passer... L'animatrice est à l'écoute. En face d'elle, une jeune femme est engagée dans une course contre le temps, ce temps qu'il ne faut pas gaspiller pour avoir recours à l'avortement, et du temps, elle en a déjà beaucoup perdu. J'ai dû passer une vingtaine de coups de fil et à chaque fois c'était la même réponse, on est débordé, c'est l'été, j'ai perdu 2 semaines. Entre le moment où vous apercevez du fait que vous êtes enceinte et le moment où vous avez pris la décision, parce qu'il faut la mûrir cette décision d'avorter, le moment où vous trouvez l'accueil pour pratiquer l'IVG, tout ça va à une vitesse extrêmement rapide. Le délai légal ressemble à un marathon infernal. Chaque semaine, 200 femmes se présentent ici pour solliciter une interruption de grossesse. La moitié d'entre elles a dépassé le délai de 10 semaines. Elles sont condamnées à partir à l'étranger. Depuis longtemps, les militantes du planning familial exigeaient le délai à 12 semaines. Elles revendiquaient aussi l'accès des mineurs à l'IVG sans autorisation parentale. Le Premier ministre a cédé, une victoire à l'arraché. Bien évidemment, nous sommes très satisfaits de ces déclarations qui correspondent aux revendications que nous avons portées maintenant depuis plusieurs mois et devant lesquelles nous n'avions pas de réponse, voire même des réponses qui, ces derniers temps, étaient plutôt négatives. Chaque année, 5000 femmes se rendent à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai légal. Ce sont souvent les plus fragiles, des femmes seules ou bien trop jeunes. Désormais, en France, elles ne seront plus dans l'illégalité. Et la loi Neuwirth sur la contraception sera modifiée elle aussi. C'est l'autre réponse du gouvernement à la décision du Conseil d'État qui empêchait la distribution de la pilule du lendemain dans les lycées par des infirmières. Il ne s'agira pas là d'un projet mais d'une proposition de loi du groupe socialiste. Et puis sachez également que le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi sur l'audiovisuel. En Corse, les élus de l'Assemblée s'apprêtent à voter à une large majorité le projet Jospin, premier pas vers la capacité pour les Corses d'adapter les lois de la République. Mais il y a une condition, la fin de la violence, et sur ce terrain-là, même si les attentats ont quasiment cessé, certaines pratiques sont toujours vivaces. Reportage sur place de Arnaud Boutet et Olivier Robert. Antoine Vincentelli refuse de se taire. Dans son camping d'Aléria, il dénonce une tentative de racket dont il fait l'objet. Pour le forcer à payer 500 000 francs, des malfrats ont plastiqué sa voiture et cette supérette. Avant, la devanture était ici. Et ça a sauté là? Oui, le bâtiment, quoi. Vous voyez comment il est fait, c'est léger. Dans cette partie de la Corse, l'extorsion de fonds et le plasticage restent monnaie courante. Mais les victimes ne parlent pas. Antoine, lui, a porté plainte. Le retour à la paix sur l'île, il en rêve, mais il n'y croit guère. Les gens travaillent pour gagner de l'argent, certains préfèrent ne pas travailler et en gagner tout autant, sinon plus. Donc, c'est comme ça. Donc ça va durer? Je pense que ça peut perdurer, effectivement. Le racket, tous les élus de l'Assemblée de Corse le condamnent, y compris les nationalistes. Mais Corsica Nazione adopte une position plus ambiguë concernant la violence politique. Le combat continue et le vote du texte du gouvernement prévu demain ne changera rien à certaines revendications des nationalistes. Il reste pour Paris à suspendre et à arrêter définitivement un certain nombre d'agressions contre notre communauté. Nous pensons aux détentions de prisonniers politiques totalement injustes dans des conditions qui sont souvent extrêmement difficiles. Nous pensons également à la décorcisation systématique des emplois, toutes sortes d'agressions contre notre communauté qui doivent aujourd'hui disparaître. L'assassin du préfet Erignac court toujours. Mais pour Jean-Guy Talamoni, les conditions d'un procès équitable du principal suspect Ivan Colonna ne sont pas aujourd'hui réunies. Avec son texte, le gouvernement souhaite l'apaisement, mais visiblement tous les problèmes ne sont pas réglés. Et sur ce sujet, en attendant le commentaire de Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarr, son fidèle lieutenant, condamne fermement le projet Jospin. La boîte de Pandore, dit-il, est ouverte, qui conduit à la dislocation de l'État républicain. La prime à la bombe pourrait faire école. C'est ce que dit donc M. Georges Sarr. À l'étranger, c'est d'abord la situation sur l'île de Jolo. Le journaliste du Spiegel, retenu en otage depuis le 2 juillet, a été relâché. C'est le deuxième otage occidental à être ainsi libéré. Jean-Marc Ilouz et Dominique Bonnet, nos envoyés spéciaux sur place, ont été témoins de cette libération.
Ses premiers mots sont destinés à ses confrères qui l'attendaient sur la piste de l'aéroport de Jolo. Je suis heureux d'être libre. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé à sortir de là, spécialement aux journalistes. J'ai entendu que vous aviez fait une pétition pour moi. Je vous en remercie. J'espère que les autres otages seront bientôt libérés. Depuis 3 jours, on attendait la libération promise par le commandant Robo des 3 derniers otages malaisiens. Mais finalement, c'est donc Andreas Lorenz, le journaliste allemand du Spiegel, qui a été relâché le premier. Non pas par le commandant Robo lui-même, mais par un autre commandant, au commandement séparé, le commandant Salib Abdullah, l'un des fondateurs du groupe Abu Sayyaf. C'est le commandant Abdullah qui avait intercepté le 2 juillet dernier, c'est-à-dire une semaine à peine avant l'enlèvement de l'équipe de France 2, le journaliste allemand qui voulait lui aussi interviewer le commandant Robo. Alors la question, c'est de savoir si cet accord financier peut-être passé avec le commandant Abdullah annonce ou non une accélération du processus de négociation. Voilà une chose difficile à prévoir, car il faut savoir que l'unique négociateur, c'est-à-dire le gouvernement philippin, a dans l'île aux pirates, dans l'île de Jolo, plus d'un émissaire, plus d'un intermédiaire et hélas, plus d'un interlocuteur. Et il reste, je vous le rappelle, 12 otages occidentaux, dont nos camarades Maryse Burgot, Roland Madura et Jean-Jacques Le Garec. Jacques Chirac recevra dimanche les familles des 6 otages français. Une explosion en Allemagne, un attentat à la bombe qui a fait 9 blessés, dont 2 sont dans un état critique dans une gare de Düsseldorf. Richard Binet. La bombe était destinée à tuer. Une bombe à fragmentation déposée sur une passerelle très fréquentée de la gare ouest de Düsseldorf. 9 blessés, dont 2 dans un état extrêmement critique. J'ai entendu une déflagration comme une explosion de gaz. Une femme s'est mise à hurler, des hommes et des femmes gisaient à terre, l'une d'entre elles avait une jambe ensanglantée. Cette jambe, elle la perdra, comme l'enfant qu'elle portait, malgré la rapidité des secours et la solidarité des passants. Dès le début du drame, des médecins et des secouristes se sont précipités spontanément pour aider les victimes. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas spéculer sur l'origine de l'explosion. Mais 1 heure plus tard, la police reconnaissait qu'il s'agissait d'un attentat. Contre qui, pourquoi, aucune tentative de chantage n'a été reçue par les chemins de fer allemands. Hypothèse privilégiée, celle d'un acte raciste. La majorité des blessés serait d'origine étrangère. Et un nouvel attentat au Pays Basque espagnol, à Vitoria. Une bombe a explosé ce matin sans faire de victimes. C'est la 7e attaque en l'espace de 2 semaines. De l'aveu même du ministre de l'Intérieur espagnol, son gouvernement vit en ce moment les heures les plus difficiles depuis son arrivée au pouvoir, il y a 4 ans. D'autant que ces attentats frappent aussi le sud du pays, comme à Malaga, où se sont rendus nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun et Pascal Caron. Sur la côte andalouse, la mer, la corrida et l'ETA. Jamais si loin du Pays Basque on aurait osé programmer pour l'été un tel festival. Malaga, 5e ville du royaume, 600 000 habitants et beaucoup de policiers. La capitale de la Costa del Sol écrasée sous la chaleur et une vague d'attentats s'interroge. Pourquoi ici? Pourquoi lui? Dans la cité, on l'appelait José. Samedi 15 juillet, il sort de son immeuble, un homme armé l'attend, il tire 6 fois et l'achève à bout portant. Sur les lieux du crime, un poème titré L'espoir. Pourquoi este señor? Pourquoi? C'était une bonne personne. Et je ne le dis pas parce que c'était lui. C'était un homme bon. Pourquoi lui? Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Ou une seule, politique. José María Carpena, conseiller municipal, a sa photo d'affiché au siège du Parti populaire. Le parti du Premier ministre espagnol, José María Aznar, qui refuse toute forme de dialogue avec l'ETA. Avec qui faut-il négocier? Avec qui faut-il parler? Ce serait discuter avec des délinquants, comme si vous invitiez à votre table des voleurs ou des assassins. À quelques kilomètres du siège du parti, comme chaque année, des milliers de touristes s'entassent sur les plages et ne se sentent ni effrayés ni concernés. En frappant à plus de 1000 km du Pays Basque, l'ETA a voulu signifier au gouvernement de Madrid qu'elle pouvait atteindre n'importe quel responsable du Parti populaire dans le pays et que la question politique basque concerne l'ensemble de l'Espagne. Et tout espoir de paix n'est pas perdu en Israël. Des négociations vont reprendre dimanche à un niveau inférieur entre Israéliens et Palestiniens. Et puis Yasser Arafat se rendra en France samedi où il sera reçu par Jacques Chirac avant d'entamer une tournée des capitales européennes.
Une victoire pour les grandes maisons de disques. Les juges américains ont ordonné à la compagnie Napster d'interrompre son activité sur son site internet, un site de musique en ligne qui permettait aux internautes d'échanger gratuitement les musiques de leur choix. Juliette Beau et Marine Vincent. En musique, Napster, c'est la bourse aux échanges sur internet. Tapez le nom de l'artiste, vous obtiendrez alors la liste des chansons disponibles, téléchargées et savourez immédiatement sur votre ordinateur. Car dans quelques heures, Napster disparaîtra du web. Une décision prise hier par la justice américaine. La plainte a été déposée par les plus grandes maisons de disques. Le motif, violation des droits d'auteur. Napster effectivement permettait à n'importe qui de faire des copies de disques sans payer une quelconque rémunération aux gens qui l'avaient créé, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient artistes, qu'ils soient producteurs. Et bien sûr, il y a un préjudice énorme qui est créé. Et effectivement, c'est du vol, parce que vous prenez quelque chose qui est à quelqu'un sans le rémunérer, sans demander son accord. Cette décision touche près de 20 millions d'utilisateurs. Serge est un de ses habitués. Ce qu'il préfère, partager ses découvertes. Aïe, ça c'est... Avec ou sans Napster. Ça c'est un peu famille. Parce qu'il existe d'autres logiciels qui font la même chose, de la même manière. Et c'est impossible de tous les interdire. Selon les maisons de disques, près de 14 000 chansons sont piratées toutes les minutes. Pourtant, ces pratiques n'ont pas empêché les ventes de disques d'augmenter de près de 10% cette année. Cette décision de justice est une première. Elle n'est pas sans appel. Dans les mois qui viennent, Napster pourrait très bien s'allier, moyennant finance, avec ses détracteurs. 10 000 scouts venus de toute la France se sont rassemblés au pied des volcans d'Auvergne, une réunion prévue bien sûr de longue date, mais qui intervient dans un contexte difficile après une série d'accidents qui a frappé le mouvement. Sur place, le reportage de Sébastien Héroux et de Christophe Clément. Difficile pour ces scouts de passer inaperçus cet après-midi. En bus, en vélo ou à pied, ils viennent de toute la France. C'est sans doute le plus grand camping de l'été. Pendant 5 jours, 8000 jeunes vont vivre les uns avec les autres. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de pionniers qui sont ici. C'est la première fois où il y a autant de pionniers que je vois ici. C'est quand même ça qui est important. Pour éviter des accidents, les scouts sont regroupés en sous-camps. Les feux sont tolérés, mais contrôlés dans des endroits surveillés. Ce qui est important, c'est que chacun, ici on est 10 000, mais on veut que chacun soit responsable des questions de sécurité, d'hygiène, de bien-être. Donc par rapport au feu, le fait d'avoir ces petits bras zéro fait que le feu est circonscrit et il y a des consignes très strictes qui sont données à chacun pour être derrière son feu. Cet été, lors d'un camp, 2 Jeannettes sont décédées étouffées par des bottes de paille. Un accident qui a bien sûr bouleversé la communauté des scouts de France. C'est vrai que depuis qu'on est revenu au camp, on fait 2 fois plus attention quand même. Au niveau hygiène et sécurité, parce qu'on en a parlé et on s'est dit, c'est vrai que peut-être des fois on ne respecte pas tout à fait les règles. Depuis un an, les scouts préparent ce grand rassemblement. Ils n'aimeraient pas que les accidents de l'été, dans lesquels la responsabilité de leur encadrement n'a pas été prouvée, viennent gâcher la fête. Pendant 5 jours, ils espèrent désormais donner une bonne image de leur communauté. Et au même moment dans l'Aveyron, Marie-Georges Buffet, la ministre de la Jeunesse et des Sports, réaffirmait sa confiance au mouvement scout, un mouvement synonyme, a-t-elle dit, d'ouverture à la citoyenneté. Nouvelle alerte à la listériose. Un industriel de la viande à Amiens ainsi qu'un fromager du Puy-de-Dôme ont dû rappeler une partie de leur production en raison de la présence de listeria. Il s'agissait de rillettes produites par la société Proviant à Amiens et de fromage Saint-Nectaire de la marque Puy-Lavez dans le Puy-de-Dôme. La consommation de ces produits n'a entraîné aucune hospitalisation. Ça ne s'arrange pas du côté de la météo à Lille. La circulation a été paralysée toute la fin de l'après-midi sur plusieurs autoroutes aux approches de la métropole. On a compté plus de 20 km de bouchons et relevé jusqu'à 40 cm d'eau par endroit. C'est donc officiel, le mois de juillet restera comme l'un des plus mauvais que la France ait jamais connu, ou est connu depuis longtemps, bien en deçà des normales saisonnières pour ce qui concerne les températures et bien au-delà pour les précipitations, mais il paraît que ça va s'arranger. Et puis un mot de l'Erika, où une fuite persistante a été signalée à l'arrière de l'épave. Elle provoque des irisations à la surface de l'eau, irisations qui s'évaporent naturellement en cours de journée d'après la préfecture maritime de Brest. Ce qui ne fait pas si mauvais là-bas. Mais il ne fait pas partout mauvais, du moins pas tout le temps. Témoin ce reportage effectué dans la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agit de sentiers de randonnée d'un type un peu particulier. Frédéric Vion et Cyril Paquier.
Des Pyrénées, vous connaissiez peut-être ces sentiers de randonnée-là, mais saviez-vous qu'il en existait aussi ici? Nous sommes sur la plage de Perfit, une plage qui abrite le premier sentier de randonnée sous-marine de France. L'idée, permettre aux débutants munis d'un simple masque de suivre un parcours balisé au milieu des fonds marins. Ici, le chemin est fléché, les bons coins sont indiqués, impossible de passer à côté de l'essentiel. On se sent pas vraiment chez soi, quoi. Il y a des poissons partout, on a l'impression qu'on les dérange un peu. On a presque la possibilité de les toucher. C'est pas des gros poissons, mais il y a quand même des bancs de poissons assez intéressants, d'une centaine ou 200 petits poissons peut-être. Les petites plaquettes, ça permet déjà de repérer les espèces qu'on voit sous l'eau. Et puis bon, on a des explications sur les différents types de fonds marins, donc c'est toujours intéressant. Car le but de l'opération est avant tout pédagogique. En différents points, des balises expliquent en détail la flore et la faune des rochers. La réserve de Banyuls espère ainsi sensibiliser les vacanciers à la protection de l'environnement. Et pour ceux qui n'aiment pas la lecture, rien n'est perdu. Il reste le radio tuba, un système en modulation de fréquence inspiré des musées et appliqué pour la première fois au milieu sous-marin. Facilement l'ombre de mer, les oursins et les sopes qui fréquentent couramment l'herbier. Ces petites parties noires qui vibrent font vibrer les os de la mâchoire et l'oreille interne. Et donc on entend comme ça. Et on entend par conduction osseuse. C'est très très clair. Là déjà, rien qu'en me bouchant les oreilles, alors que j'ai du bruit aux alentours, le vent, j'entends comme si j'avais un Walkman, quoi. Un Walkman, des palmes, un tuba, et vous voilà randonneur des mers, aussi à l'aise ou presque qu'un poisson dans l'eau, à condition, bien sûr, de savoir nager. Le championnat de France de football reprend ses droits dès demain. L'intersaison a été marquée par des transferts souvent faramineux. Cela n'empêche pas certains clubs de résister avec les moyens du bord, comme Guingamp, même si leur budget annuel de 100 millions de francs ne leur permettrait même pas de se payer la moitié de Nicolas Anelka, acheté cette année par le Paris Saint-Germain, vous le savez. Reportage de Stéphane Grand et de Pascal Pueyo. C'est une ville qui aime cultiver les symboles. Alors à Guingamp, on enfile volontiers le costume du dernier petit village gaulois qui résiste aux légions romaines. Comprenez les grosses cylindrées fortunées du championnat. Après 2 ans de purgatoire, Guingamp retrouve la première division sans aucun complexe, avec aussi une certaine pointe de fierté. Ils n'ont pas un gros budget comparé à Paris, qui vont chercher des Anelka et tout. Je trouve que les joueurs vraiment mouillent le maillot et c'est un club que j'apprécie tellement. Guingamp, c'est tout simplement le plus petit budget de D1. 100 millions de francs, la moitié du prix de Nicolas Anelka. Alors, devant ces chiffres astronomiques, on met volontiers l'esprit maison en avant. Nous sommes une équipe, c'est familial. Déjà, ça c'est très important. Nous sommes très proches de par ce côté-là. On ne badine pas pour autant avec la discipline. Sur ce tableau, le tarif des amendes. Un quart d'heure de retard à l'entraînement coûtera 150 francs aux joueurs et ainsi de suite. Rigueur, travail, humilité, voilà les maîtres mots pour assurer le maintien. Seront-ils suffisants? Les dirigeants, eux, ne cachent pas leur inquiétude pour l'avenir avec cet argent toujours plus présent dans le football. Dépêchez-vous, hop, c'est parti. Voilà, hop, debout. L'objectif, oui, c'est d'exister. Continuer à exister dans ce football professionnel de première division. Donc on joue notre peau. Pour l'instant, Guingamp est une affaire qui marche. Reste à savoir combien de temps ce club va pouvoir résister. L'hommage à Claude Sautet, le cinéaste décédé à l'âge de 76 ans. Il a été inhumé aujourd'hui au cimetière Montparnasse à Paris. Jean Rochefort, Daniel Piccoli, Daniel Auteuil, Emmanuel Béard ou encore Bertrand Tavernier l'ont accompagné, ainsi que de nombreux admirateurs anonymes. Le Festival de Deauville, festival de musique qui accueille des invités prestigieux venant des 4 coins du monde, de Joe Cooker à Eddie Mitchell, en passant par Alpha Blondy, le roi du reggae venu de Côte d'Ivoire. Olivier Lunouza et Frédéric Basile l'ont rencontré. Il a planté l'arbre du reggae en Afrique. Alpha Blondy, la voix des gens sans voix. C'est la musique des gens, des marginaux, la musique des c'est pour compte, la musique du ghetto, la musique avec une épine dorsale de spiritualité.
Des chansons qui dénoncent les hypocrites. L'appât du fric, l'Afrique des corrompus. Quelque part, le musicien, quand il arrive, il peut, avec ses paroles d'espoir, penser les blessures de la société. Il peut en même temps mettre en excel les défauts, les travers de la politique gouvernementale. Au lendemain de la chute du chef de l'État Conan Bédi en décembre 1999, un journal ivoirien titre « Alpha Blondy a fait basculer le régime ». Alpha Blondy va reverser une partie des bénéfices de son dernier album à Reporters sans frontières. Le roi du reggae venu d'Afrique est un marchand de bonheur, de rêve, qui parcourt le monde sans jamais se séparer de son bâton de pèlerin. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les principales informations. D'abord, l'émotion et le recueillement cet après-midi à l'église de la Madeleine à Paris pour une cérémonie à la mémoire des 113 victimes du vol 4590 à destination de New York. Sur place, l'enquête se poursuit. Les boîtes noires ont été décryptées. Selon les premiers éléments d'enquête du bureau enquête accident, le moteur numéro 2 ne serait pas le seul en cause. Et puis Martine Aubry change la loi Veil, les portes de 10 à 12 semaines le délai légal de recours à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Un projet de loi sera déposé en ce sens dès la rentrée. Voilà, tout de suite la météo avec Nathalie Riouet, il paraît que ça va s'arranger. Le point route, ce sera Yves Cara, le dernier journal vers minuit et demi, Eve Mété, après envoyé spécial flic. Demain, dans les 4 vérités, Françoise David reçoit Renaud Donadieu de Vabre, député UDF d'Indre-et-Loire. Et puis à 13h, le journal, ce sera bien sûr Laurence Ostolaza et Antoine Cormery. Et puis à 20h, vous aurez le plaisir de retrouver Françoise Laborde. Bonne soirée sur France 2.